Araba est une toute jeune docteure. Elle vient de terminer 3 ans de thèse cofinancée par Digitag et par MRM, Montpellier Recherche en Management. Elle a soutenu mi-novembre, bravo à elle. Actuellement, elle enseigne en gestion financière auprès d'étudiants en première et deuxième année GEA, donc gestion des entreprises et des administrations, au sein de l'IUT de Montpellier. Et en parallèle, elle continue ses travaux de recherche sous contrat au laboratoire MRM. Donc, merci à elle en tout cas de s'être connectée puisqu'elle est à l'étranger pour cette animation. Et donc, Nargis, je te laisse partager ton écran et prendre la parole. À toi. Merci beaucoup, Sigolène. Donc, je partage mon écran. Alors, voilà, donc merci beaucoup pour cette introduction. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la conception d'un serious game, donc d'un jeu sérieux qui a été développé dans le cadre de ma thèse. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai été encadrée par Alain-François Eudes et Louis-Antoine Saïssé. Et le jeu a été développé, donc l'aspect informatique, le développement informatique, il a été réalisé par des étudiants de Polytech et aussi par les informaticiens de Digitag. Alors, avant de vous présenter le Serious Game et la conception, quelques éléments de contexte. Donc, les céréaliers français font face à une volatilité importante des prix. Donc, en fonction de la date à laquelle ils vont fixer leur prix de vente, il peut y avoir des différences qui sont très importantes. Et donc, avant 1992, la politique agricole commune avait prévu un prix d'intervention qui était donc fixé en fonction des années. Mais en 1992, donc ce prix-là, ce prix plancher, il a été diminué fortement. Et donc, il est maintenant presque inutile, vu que, par exemple, pour le blé, il atteint les 101 euros, alors que les prix du blé, ils sont autour de 180-200 euros. Alors, donc, on n'a plus d'intervention publique, et donc les céréaliers, ils doivent aller eux-mêmes se couvrir contre cette volatilité des prix. Alors, pour se protéger contre la volatilité des prix, ils ont des instruments financiers qui sont à leur disposition, notamment le contrat à terme. Donc, le contrat à terme, c'est un instrument qui est échangé sur le marché à terme, sur le marché financier, et il va permettre aux céréaliers de fixer un prix de vente à l'avance, donc de verrouiller un prix de vente. Donc, par exemple, aujourd'hui, si le prix de vente d'une tonne de blé pour une livraison en septembre convient à l'agriculteur, donc il va fixer aujourd'hui le prix pour sa livraison de septembre, et donc en septembre, quel que soit le prix du jour, eh bien, il va obtenir le prix qu'il a déjà fixé. Donc ça, c'est un instrument qu'on appelle le contrat à terme qui va permettre vraiment de se couvrir contre cette volatilité. Alors, il existe une offre de formation à l'utilisation de ces instruments-là. Donc, elle est organisée par Agritel. Agritel, c'est un organisme de formation. Et donc, ils organisent des sessions un peu partout en France, donc surtout dans les régions céréalières. Ils vont se déplacer et ils organisent par exemple 2-3 formations par an. Et les agriculteurs doivent aller dans le centre de formation pour mieux comprendre le fonctionnement des marchés. Donc, une autre constatation qu'on a faite, c'est que déjà, ces formations-là, elles sont complètement remboursées. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis, une autre constatation, c'est qu'il n'existe pas d'outils spécifiques, donc il n'existe pas de serious game pour la formation à ces aspects-là, à notre connaissance. Et donc, les agriculteurs qui sont concernés par cette volatilité des prix, ils vont préférer passer par un tiers, c'est-à-dire une coopérative ou un négoce pour l'utilisation de ces instruments. Ça veut dire que toute la partie fixation des prix, c'est la coopérative ou le négoce qui va s'en occuper. Alors au départ, on se disait, on aimerait bien que les agriculteurs, ils s'approprient complètement cette partie fixation des prix, cette partie commercialisation. C'était ça un peu l'objectif du Serious Game. Après, avec les entretiens qu'on a eus, on s'est rendu compte que on était loin de là et que les agriculteurs, ils restent complètement dépendants de ces coopératives et de ces négoces. Donc au final, on s'est dit, c'est pas grave quand même, vu que c'est la coopérative qui va s'occuper de l'achat, de la vente de ces instruments financiers, il faut quand même que les céréaliers comprennent ce qui se passe, il faut que les céréaliers comprennent
quel est le processus derrière. Donc, il faut qu'il y ait une transparence. Et puis, il faut aussi que le céréalier sache quand est-ce qu'il doit fixer son prix. Parce qu'au final, comment ça se passe aujourd'hui? Donc, si le céréalier a choisi une option qui s'appelle prix ferme, il doit surveiller les marchés, ensuite appeler sa coopérative quand il pense que le prix lui convient. Et donc, pour qu'il comprenne que voilà, c'est aujourd'hui que je dois fixer le prix de vente, il doit quand même comprendre les marchés. Il doit comprendre le fonctionnement des marchés. Donc, l'objectif du serious game qu'on a développé, c'est vraiment d'initier les céréaliers au marché financier. Donc, on s'est posé la question, est-ce que le serious game peut être un artefact utile pour l'initiation au fonctionnement des marchés des matières premières? Alors, le serious game qu'on a développé s'appelle Serial Game, et donc il est accessible en ligne, il est gratuit, tout le monde peut y accéder, il y a pas on ne filtre pas par rapport aux personnes qui vont y jouer, ça peut être des étudiants, ça peut être des agriculteurs, ça peut être n'importe qui. Et donc, une fois que la personne va commencer à jouer, on va d'abord lui demander quel est son prix objectif, quel est le prix que la personne souhaite atteindre. Donc c'est ce prix-là, normalement, si c'est un céréalier qui joue, eh bien, il doit le formuler en fonction de ses coûts. Il doit le formuler en fonction de ses attentes. Et donc, une fois qu'il entre ce prix, on lui affiche le prix à terme, ici, donc c'est le prix sur le marché financier, et le prix ferme, c'est le prix sur le marché physique. Donc, il valide, et puis on a des périodes. En fait, ces périodes-là, on va lui rappeler quel est le prix objectif qu'il a entré, on va lui rappeler le nombre de contrats qu'il peut échanger, le nombre de tonnes qu'il a à disposition, et puis on a Flash News. Alors ici, c'est 3 informations qui apparaissent. C'est des informations météorologiques, c'est des informations géopolitiques, d'offres et de demandes qui vont affecter les prix. Et puis, on lui affiche les prix à terme et les prix fermes, donc les prix physiques. Et donc le joueur, en fonction de ces informations-là et en fonction des prix, il doit prendre une décision. D'abord sur le marché financier. Donc est-ce qu'il souhaite accéder au marché financier? S'il pense que ces informations-là vont faire baisser les prix, il doit se courir sur le marché. Donc il doit verrouiller son prix de vente. Donc il doit vendre des contrats à terme sur le marché financier. S'il pense que ces informations ne vont pas impacter les prix, eh bien, il peut ne pas choisir d'aller sur le marché. Il peut aussi choisir de vendre directement sa récolte sur le marché physique. Donc voilà, donc ça c'est à chaque période, on a 5 périodes, à chaque période il doit prendre des informations en fonction il doit prendre des décisions en fonction des informations qu'on lui affiche. Une fois qu'il a validé ici, on lui affiche le bilan de la période. Donc on va lui donner un message, soit de félicitations, soit c'est un message de mise en garde en fait. On va aussi rappeler les informations qui ont affecté les prix. On va lui rappeler les choix qu'il a pris. Et puis on va lui indiquer s'il a perdu de l'argent, s'il a gagné de l'argent, s'il s'est éloigné de son prix objectif ou s'il s'en est rapproché. Donc ça, c'est à la fin de chaque période, on a ces informations-là. Ensuite, on a un bilan final. Donc ça, c'est le bilan qui reprend tous les éléments de la période. Il reprend aussi le classement, donc on lui affiche son classement par rapport aux autres joueurs pour le motiver à rejouer, à améliorer son classement. Et donc voilà, ça c'est un peu le cœur du jeu. Donc pour la conception de ce jeu-là, comme le Serious Game, c'est un jeu d'apprentissage, eh bien, il peut être appréhendé par les théories d'apprentissage. Donc il y a plusieurs théories d'apprentissage en fonction de l'objectif du jeu. Il y a une théorie qui est la théorie de l'apprentissage expérientiel qui explique que c'est l'expérience concrète qui va être utilisée pour construire les connaissances qui, selon nous, est la mieux adaptée à notre type de jeu. Alors, cette théorie de l'apprentissage expérientiel de Kolb, elle explique que l'apprenant, il va passer par 4 phases pour construire ses connaissances. D'abord, on a la phase d'expérimentation. La phase d'expérimentation, c'est une phase où le joueur, donc la personne qui va apprendre, elle va passer par une expérience qui est proche de la réalité. Donc, elle va passer par une expérience qui va refléter la réalité. Dans notre cas, c'est possible, étant donné que notre jeu, c'est une simulation de la réalité. En fait, le fait d'afficher aux joueurs les informations du jour,
de lui afficher les prix et de lui demander de prendre une décision en fonction de ces prix-là, eh bien, c'est un peu les mêmes questions que va se poser le céréalier dans la vraie vie. Le céréalier, quand il se réveille, il va recevoir une newsletter d'Agritel. Et dans cette newsletter-là, il va trouver les informations du jour, par exemple une sécheresse en Chine, des restrictions à l'exportation en Russie. Donc voilà, c'est des informations qu'il doit interpréter pour savoir s'il doit vendre ou pas aujourd'hui, s'il doit attendre ou pas. Donc c'est les mêmes questions qui se posent dans la vraie vie. Ensuite, la seconde phase, c'est l'observation réfléchie. L'observation réfléchie, elle dit que en fait, l'apprenant, il va analyser l'expérience qu'il vient de vivre. Dans notre cas, pour Serial Game, c'est possible aussi à travers les comptes rendus, à travers les bilans qu'on affiche à la fin de chaque période. Donc le joueur, il va analyser ce qu'il vient de vivre. Ensuite, on a la conceptualisation, où le joueur il va généraliser l'observation qu'il vient d'émettre, il va la généraliser pour l'appliquer à d'autres concepts. Alors ça aussi, c'est possible à travers les comptes rendus, les bilans, lorsque le joueur il va se dire « Ok, cette stratégie-là que j'ai essayée, elle ne fonctionne pas, donc je dois essayer autre chose ». Et puis la quatrième phase, c'est la phase d'émission d'hypothèses, des hypothèses qu'on va transférer à un autre environnement. Donc ça, c'est possible dans le jeu, étant donné qu'on donne la possibilité au joueur soit de rejouer exactement la même partie, donc avec les mêmes informations qu'il y a avec les prix, soit une partie complètement différente avec d'autres informations où il va donc transférer les hypothèses qu'il vient d'émettre à d'autres conditions, à notre environnement. Donc ça, c'était pour la théorie de l'apprentissage expérientiel. Ensuite, le jeu, donc comme c'est une simulation, notre objectif, c'était vraiment de refléter un peu ce qui se passe sur le marché financier réel. Donc l'objectif, c'est pas de copier le marché ou de prédire ce qui va se passer dans le marché, c'est juste d'avoir des prix, des variations de prix qui ressemblent un peu à ce qui se passe sur le marché. C'est pour ça qu'on avait la banque d'informations. Donc la banque d'informations, on a en fait une centaine d'informations météorologiques, géopolitiques, d'offres et de demandes avec des chocs associés, soit positifs, soit négatifs, qui vont impacter les prix. En plus de ça, on a un paramètre aléatoire. Donc c'est un paramètre qui va faire que même si les informations indiquent que les prix vont augmenter, il se peut que en fait les prix n'augmentent pas. Donc dans la réalité, c'est comme ça. On ne peut pas prédire le marché. C'est pour ça qu'on a ajouté cette partie aléatoire. Et puis on a un prix plancher, un prix plafond. En fait, on va contenir nos prix entre deux valeurs, étant donné que dans la réalité, il est presque impossible que, par exemple, les prix dépassent les 350 euros. Donc voilà, c'est pour avoir quelque chose qui soit un peu réaliste. Et donc, les prix à terme d'une période, ils vont dépendre de la période d'avant, des prix de la période d'avant, plus les trois chocs. Donc là, c'est les deltas. C'est les chocs qui sont associés aux informations qu'on affiche, plus la part aléatoire. Et donc, au final, on se retrouve avec des variations qui peuvent être complètement différentes d'une partie à l'autre. On peut avoir donc des prix qui sont complètement croissants, des prix qui commencent par être croissants, puis qui sont décroissants. Donc voilà, on a différentes possibilités pour vraiment entraîner, tester le joueur dans différents environnements. Alors, le jeu, il a aussi été testé, donc pré-testé auprès d'étudiants. Donc, au départ, on a eu deux groupes d'étudiants. D'abord 22 étudiants, ensuite 23 étudiants qui faisaient des études complètement différentes. Et donc, on leur a administré un questionnaire en ligne pour mesurer leur satisfaction, leur immersion, interactivité, leur plaisir et l'apprentissage. Et puis, on a aussi envoyé le jeu à Agritel, donc c'est l'organisme de formation, pour prendre en compte leur retour. Donc, eux, ils n'avaient pas un questionnaire, mais ils nous ont juste envoyé par écrit leur retour. Donc, on a conscience que ces tests-là n'ont pas été effectués avec des céréaliers, donc ça a ses limites. On ne peut pas vraiment interpréter exactement de la même manière ces tests. Mais donc voilà, c'était vraiment très difficile de le faire tester par des céréaliers pendant qu'on était en train de faire le jeu. Alors, pour les résultats, on a d'abord les résultats de la conception du jeu. Donc, le résultat, c'est l'artefact qui a été réalisé.
Donc je l'ai déjà présenté, mais voilà, c'est une simulation de campagne agricole. On a 5 périodes durant lesquelles le joueur doit vendre et acheter des contrats à terme au bon moment pour qu'il puisse atteindre son prix de vente objectif. Il y a aussi la part aléatoire qui rend imprévisible les décrochages du marché pour sensibiliser le joueur au risque de marché. Et puis on a les bilans de période qui vont permettre aux joueurs d'analyser ce qui vient de se passer. Concernant l'évaluation, donc on a une utilité perçue par les répondants de 77%. 82% des répondants pensent que le jeu a permis un apprentissage perçu général. 68% ont trouvé le jeu facile à utiliser. 73% ont été satisfaits vis-à-vis du jeu. Alors, on a ensuite, donc après les pré-tests, on a amélioré le jeu, on a procédé à un redesign du jeu. On l'a d'abord simplifié. En fait, au départ, le jeu comportait 20 périodes. Donc, ceux qui l'ont testé trouvaient que c'était trop long. Donc, on a raccourci le jeu à 5. Au départ, c'était 20 périodes, on l'a raccourci à 5 périodes. On a aussi ajouté des tutoriels, donc vidéo et audio, pour que ce soit plus facile à comprendre. On a ajouté des éléments de design pour rendre le jeu plus intuitif. Donc, par exemple, des éléments clignotants pour que le joueur sache où est-ce qu'il doit cliquer à la fin. Et on a aussi ajouté une seconde partie du jeu. Donc, je ne vais pas la présenter aujourd'hui parce que ce n'est pas vraiment le cœur du jeu, mais c'était juste pour montrer aux céréaliers, pour comparer entre différents instruments financiers. Donc, en fait, c'est une partie où le joueur doit entrer une date. Par exemple, pour le 16 janvier 2017, si je voulais atteindre 180 €, quel aurait été le meilleur instrument financier à choisir. Donc, cette partie-là, c'est pas une simulation, mais juste une mise en situation historique. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est de diffuser le jeu auprès des céréaliers. Alors ça, c'est assez difficile, étant donné qu'au départ, on souhaitait organiser des sortes de formations, donc rassembler des céréaliers, des groupes de céréaliers pour qu'ils puissent tester le jeu et donc que je sois avec eux au cas où ils aient des questions. Mais voilà, c'est presque impossible à organiser, surtout avec les conditions actuelles. Et donc, c'est pour ça qu'au final, on a ajouté plein de tutoriels pour pouvoir le diffuser en ligne, donc en autonomie complète. Donc, envoyer par mail le jeu et pour qu'ils puissent le tester librement, donc avec les vidéos, les notes audio pour qu'ils puissent bien comprendre le jeu. Donc voilà, c'est ça qui reste à faire, le diffuser. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Nargis, pour cette présentation succincte et bien menée, rondement menée. Il y a plusieurs personnes qui ont des questions dans le chat. Donc, je vais peut-être donner la parole en premier à Gilles, qui a 2 questions, pour qu'il te les pose en direct. Ça sera plus sympathique que si c'est moi qui les relaye. Oui, merci pour la présentation. Bon, c'est des questions qui, du coup, je pense, tu viens de donner la réponse. Vous n'avez pas encore fait la partie diffusion, donc il y en a au moins la deuxième question va pas être très facile à répondre. Moi, ce que je me posais, c'est avec l'interface que tu nous as montrée. Alors, je suis pas encore allé sur le site de Serial Game, mais je vais essayer d'y aller. Est-ce que c'est si facile que ça de rentrer dans le jeu sans avoir eu de formation à côté, sans avoir les connaissances parce que déjà, moi, on me dit un prix à terme et versus, je sais déjà plus le terme, mais ça fait pas forcément sens pour moi. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des aides de jeu? Est-ce qu'on peut vraiment jouer tout seul? Ou est-ce que, en fait, le jeu, il est quand même plutôt conçu pour avoir un animateur, un formateur à côté pour vraiment répondre aux questions. Et puis du coup, il y avait des questions sur comment est-ce que vous allez suivre les effets produits par le jeu. Est-ce que vous avez déjà des indicateurs et comment est-ce que vous le mettez en place dans une formation? Ok. Merci beaucoup pour la question. Alors pour la première question, on a essayé justement avec les vidéos qu'on a ajoutées à la fin. Donc ça, c'était après avoir testé avec les étudiants, de vraiment bien expliquer tous les éléments. On a aussi, donc là par exemple avec la capture d'écran. Donc là, on voit pas trop, mais il y a
en fait, ce logo-là, quand on met sa souris dessus, on a la définition de chaque terme. Donc, c'est vraiment pour simplifier au maximum. Mais c'est vrai que pour une personne qui n'est pas vraiment qui ne connaît pas bien le fonctionnement des marchés, ça peut être un peu difficile, ou du moins les premières parties peuvent être un peu difficiles. Mais comme les céréaliers, normalement, ils connaissent déjà tout ça, enfin, ils en ont déjà entendu parler, normalement, ça devrait être plus facile pour eux. Mais en tout cas, on a vraiment essayé d'ajouter des définitions à chaque fois, à chaque étape du jeu, pour bien mettre au clair ce qu'on veut dire par prix à terme, ce qu'on veut dire par prix ferme. En plus de la vidéo et de l'extrait vocal où on explique encore une fois ces termes. Donc ça, c'était pour la première partie. Après, si c'est avec un formateur, je pense que ça serait encore mieux. Nous, on aimerait beaucoup, par exemple, qu'un organisme de formation, par exemple Agritel, qui puisse introduire ce jeu-là comme exercice, par exemple, comme cas pratique, pour que ça, en fait, ça entre dans le cadre d'une formation. Pour nous, ça serait vraiment, ça serait l'idéal. Après, je ne sais pas s'ils accepteraient, mais on a essayé de faire de notre mieux pour qu'il soit aussi accessible sans animateur. Après, pour suivre les effets, alors ce qu'on voulait faire aussi, c'est avoir deux questionnaires. Un questionnaire avant le jeu, et ça c'est un questionnaire plutôt pour tester les connaissances du joueur. Donc, poser des questions sur, par exemple, les marchés à terme avant le jeu, et puis administrer le jeu, et puis un deuxième questionnaire avec les mêmes questions que la première partie sur les connaissances, des questions de connaissances, et voir quelle a été l'évolution des performances du joueur. Mais encore une fois, pour faire ça, il faut vraiment, il faut vraiment se déplacer, organiser des, des séances de formation ou du moins vraiment relancer le joueur pour qu'il puisse répondre aux deux questionnaires. Donc ça fait un peu beaucoup, mais c'était ça notre idée. Merci. Merci beaucoup, Nargis. Il y a Ludovic Brossard qui te pose la question. Peut-être as-tu répondu, mais est-ce que vous avez fait appel à un prestataire pour développer l'interface ou est-ce que c'est un travail mixte, interne-externe? Comment ça s'est passé? Alors pour développer la surface, au départ, on a fait un appel à projet auprès de Polytech. Donc Polytech, c'est l'école d'ingénieurs à Montpellier. Et donc eux, pour leur projet de fin d'études, ils développent comme ça des sites. Et donc c'est eux qui ont développé la première version du site. Ensuite, pour améliorer le jeu, c'était les informaticiens de Digitag qui ont travaillé dessus. D'accord, merci. Je vais peut-être donner la parole à Bruno. Bruno, tu as une question pour Nargis. Est-ce que tu veux lui poser en direct, s'il te plaît? Oui, oui. Bonjour Nargis, merci pour ta présentation, c'était très clair. Et moi, On t'entend pas, Bruno. bon, vous m'entendez là ou pas? Attends, je vais mettre le micro. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, 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 on t'entend, Bruno. oui. Merci Nargis pour ta présentation que j'ai trouvé très claire. C'est le premier point. Et le deuxième point, je m'interrogeais sur, tu parlais de céréaliers et moi je me demandais si le jeu il était vraiment pour les agriculteurs, donc pour que les gens au marché, négoce, coopérative. Excuse-moi, Bruno, mais on t'entend pas. Je vais poser la question en ton nom. Parfait. Ok, donc Nargis, Bruno s'interroge pour savoir si c'est vraiment la cible, ce sont des agriculteurs ou est-ce que c'est plutôt des metteurs en marché dans les coopératives ou les négoces? C'est des exemples qu'il te donne. Quelle est la cible vraiment du jeu? Alors oui, c'est vraiment les agriculteurs, étant donné que normalement par exemple un directeur commercial de coopérative, normalement il sait déjà tout ça. Donc normalement ils ont déjà des formations sur comment commercialiser, donc comment aller sur les marchés à terme. Donc ils connaissent déjà tout ça. Mais pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent comprendre
comment est-ce que la coopérative va faire, comment est-ce que le négoce aussi vont faire. Ok, merci Nargis. On va laisser Bruno compléter dans le chat si c'est nécessaire. Il y a une question de Leïla Temri qui demande si les céréaliers ont été associés à la conception du jeu à un moment ou pas du tout, et si oui, à quel moment ils ont été associés? Alors, les céréaliers n'ont pas été associés, c'est plutôt Agritel, donc l'organisme de formation pour les céréaliers, à qui on a demandé donc l'avis après avoir fait la première version du jeu. Et donc, oui, c'est plutôt Agritel au lieu des céréaliers qui ont donné leur avis par rapport au jeu. D'accord, merci. Il y a Bertie Tarot qui demande si le jeu, on pourrait le mobiliser comme un outil d'aide à la décision. Peut-être que tu en as parlé lors de la présentation. Est-ce que tu souhaites compléter? Alors, ça peut être, en fait, ça peut être dangereux si on dit que voilà, c'est un outil d'aide à la décision, étant donné que on veut pas que les céréaliers, par exemple, s'ils ont fait des gains avec le jeu, qui pensent que dans la vraie vie, donc sur Euronext, ils vont aussi faire des gains. Donc, il peut y avoir, d'ailleurs, c'est un peu un avertissement qu'on donne ici. On veut que ce soit juste un entraînement et pas vraiment un outil d'aide à la décision. Ça peut être risqué. D'accord, merci. Christian Petitot t'interroge pour vérifier avec toi le côté ludique de ton application. Qu'est-ce qui, selon toi, en fait véritablement un jeu? Alors, c'est vrai que l'aspect sérieux du jeu est beaucoup plus présent que l'aspect jeu. Ce qui peut être un peu ludique, c'est le fait, par exemple, euh, c'est une fois qu'on a, par exemple, fait des gains, bah, ça peut, euh, ça peut, c'est pas motiver le joueur. En fait, c'est vraiment cette histoire de gains et de pertes qui le rend comme un jeu. Mais à part ça, c'est vrai que l'aspect sérieux est beaucoup plus présent que l'aspect jeu. Mais c'est juste voilà, de voir s'il va gagner, s'il va perdre, aussi le fait d'avoir un classement par rapport aux autres joueurs. Mais oui, vous avez raison, c'est plus l'aspect sérieux. D'accord, bah, c'est toute l'ambivalence de Serious Game. D'accord. Il y a James Taylor qui te pose une question. Il te demande s'il y a une simultanéité des joueurs, qu'ils jouent en même temps sur le jeu. Est-ce que du coup, ça a conduit à une mise à jour du logiciel en fonction des réponses qu'ils ont apportées et des actions qu'ils ont poursuivies? Alors pour l'instant, la première version qu'on a développée, alors les joueurs jouent en même temps, et donc le seul élément qui est modifié, c'est le classement, mais sinon il n'y a pas les prix ne changent pas en fonction des réponses des autres. Et d'ailleurs ça, c'était un élément qui était revenu une fois, on avait présenté ça en conférence et on nous avait proposé ça. Et donc on est, par exemple, les prix qui vont être modifiés en fonction des décisions des autres. Et ça, je trouve ça très intéressant, mais pour l'instant, la version qu'on a développée, il n'y a pas de mise à jour des prix par rapport à ça. Ça peut être une version ultérieure. D'accord, merci beaucoup. Je vais laisser voir si une personne souhaite encore poser une autre question, sinon on donnera la parole à Raphaël. Juste une question de ma part. Toi, aujourd'hui, tu continues à intervenir au sein de MRM et donc le contrat avec lequel tu es lié avec MRM permet de progresser et d'affiner justement ce que tu as mené pendant 3 ans avec ta thèse digitale. Alors oui, justement, en fait, donc là, j'ai un contrat en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc je continue à travailler sur le jeu, notamment sur l'aspect diffusion du jeu, parce que notre objectif aussi au départ, c'était pas seulement de diffuser le jeu pour que les céréaliers puissent comprendre en fait les marchés,
mais c'était aussi d'exploiter en fait les données de ce jeu. Donc c'était pas les données personnelles, c'est juste les décisions qui sont prises par les joueurs en fonction des informations qui ont été affichées, et donc de comprendre, c'était un peu comme un jeu expérimental aussi, de comprendre comment est-ce que les céréaliers vont réagir quand ils font face à des pertes, comment est-ce qu'ils vont réagir s'ils ont raté une opportunité de gain, est-ce qu'ils vont prendre plus de risques ou pas. Donc c'est aussi ça, on aimerait bien exploiter ces données-là. Évidemment, c'est des données anonymes, etc. Mais voilà, donc l'objectif du jeu, il est double. C'est pas juste de former les céréaliers, mais c'est aussi de comprendre leur comportement. Donc, l'objectif pour moi cette année, c'est aussi de continuer de la recherche et donc de continuer de diffuser le jeu et de pouvoir exploiter ces données comportementales. Merci beaucoup, Nargis, au nom de notre communauté ici présente. Nous sommes 33 connectés, donc bravo à toi pour ce que tu as pu nous témoigner. Je vais proposer à Raphaël de partager son écran pour introduire Raphaël. Donc, Raphaël vient tout juste de rendre son mémoire de thèse, si je ne me trompe pas. Il soutiendra sa thèse le 5 mars. Et il a déjà une piste sérieuse pour la suite, donc c'est chouette. Comme Nargis, Raphaël a bénéficié d'un cofinancement de Digitag et du laboratoire Pégase. Voilà, son sujet se rapporte non pas aux sciences humaines et sociales, mais à la science du vivant et à l'environnement. Et donc, Raphaël, la parole est à toi pour 15 minutes. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci à Digitag pour l'organisation de ce moment d'échange. Donc, je vais vous présenter quelques éléments en lien avec ma thèse, donc sur une présentation qui s'intitule « Recommandations individualisées et en temps réel d'apport nutritionnel pour la lactation ». Donc, c'est cette thèse que j'ai menée donc, à l'INRAE et aussi à l'INRIA pour des aspects de sciences informatiques et sciences des données. Donc, tout d'abord, des éléments de contexte en lien avec l'alimentation des truies. Donc, aujourd'hui, les systèmes évoluent vers l'alimentation de précision afin de mieux prendre en compte le bien-être des animaux, d'avoir des performances optimales, de réduire le coût alimentaire, mais aussi au niveau environnemental, de mieux gérer les apports nutritionnels afin de réduire les quantités de polluants qui peuvent être rejetés dans le sol et l'eau. Donc l'idée derrière l'alimentation, c'est toujours d'adapter au mieux les apports aux besoins nutritionnels de chaque individu. En parallèle, on a de profondes mutations qui interviennent, donc notamment avec l'apparition de nouveaux capteurs qui nous permettent d'enregistrer de plus en plus de données, à la fois de données hétérogènes, mais aussi de données très massives, très nombreuses. On a également l'apparition de nouveaux distributeurs d'aliments qui nous permettent d'enregistrer certaines consommations de manière automatique et d'avoir accès à des informations qui n'étaient pas disponibles auparavant. Et on a aussi donc, des systèmes d'aide à la décision qui se développent en agriculture, mais aussi également dans le monde de l'élevage. Donc ces nouveaux outils et ces nouvelles données nous donnent de nouvelles opportunités pour fournir une quantité d'aliments qui soit le plus juste possible à chaque individu, mais aussi au bon moment. Donc avec l'idée derrière d'améliorer la durabilité des élevages en utilisant au mieux les ressources alimentaires. Donc l'alimentation de précision des truies aujourd'hui, donc moi je me suis intéressé au cours de la thèse sur l'alimentation des truies en lactation, qui est un stade physiologique particulier qui se caractérise par des besoins nutritionnels très très élevés, avec un fort effet de l'appétit et de la production laitière sur ces besoins nutritionnels, et donc une variabilité entre les individus et au cours du temps qui est très forte. Aujourd'hui, donc, on a des systèmes qui permettent déjà de faire des recommandations d'apport nutritionnel. Donc, ce sont des systèmes conventionnels qui, eux, ont la capacité de produire des recommandations valables à l'échelle du troupeau. Donc, ce sont des recommandations moyennes pour toutes les truies du troupeau. Et ce sont aussi des recommandations statiques. Donc, c'est-à-dire que du début de la lactation jusqu'à la fin de la lactation, on a le même aliment qui est distribué à toutes les truies. Donc, ces systèmes ne sont pas conçus pour prendre en compte la variabilité entre les truies
et au cours du temps. Donc c'est pour ça qu'on a l'apparition de systèmes d'alimentation dits de précision qui vont, eux, permettre cette individualisation et ce fonctionnement en temps réel, et qui vont fonctionner sur un mélange de deux aliments, donc un aliment haut et un aliment bas, qui vont être deux aliments en fait qui vont se différencier par leur teneur en nutriments. Et donc l'idée de ces systèmes d'alimentation de précision, ça va être d'ajuster la proportion relative entre un aliment haut et un aliment bas afin de matcher avec les besoins nutritionnels de chaque individu. Donc, au cours de la présentation, je vais vous revenir sur la méthode de construction de l'outil d'aide à la décision qu'on a développé au cours de la thèse, et je vous donnerai ensuite quelques éléments sur sa mise en œuvre en conditions expérimentales. Donc, tout d'abord, l'outil d'aide à la décision, donc, il est structuré de cette manière. Comme vous pouvez le voir, à gauche, on a l'éleveur, mais aussi des capteurs qui nous permettent de récupérer un certain nombre d'informations sur la truie et la portée de porcelet, donc des informations telles que le rang de portée de la truie, son poids vif, l'épaisseur de leur dorsale, le nombre de porcelets ou encore le nombre de porcelets qui sont nés au moment de la mise bas. Donc toutes ces données sont collectées et agrégées, peuvent être collectées et agrégées au sein d'une base de données qui va être le point de départ de plusieurs composants de l'OAD ensuite. Donc le premier composant, c'est un modèle nutritionnel qui lui va représenter en fait l'utilisation des nutriments à l'intérieur de la truie pour ses différentes fonctions biologiques, et on va avoir, grâce à ce modèle nutritionnel, des estimations de besoins en énergie, en acides aminés et en minéraux. Donc pour utiliser cet outil d'aide à la décision en temps réel, on a également besoin de certains mécanismes de prédiction, donc des algorithmes de prédiction. Le premier étant un algorithme de prédiction du poids de portée au sevrage, qui lui va nous donner une information quant à la production laitière de la truie, donc qui est un des principaux facteurs de variation des besoins nutritionnels. Et on va avoir un deuxième algorithme de prédiction qui va être un algorithme de prédiction de l'ingestion, de la consommation d'aliments de la truie, qui lui va plutôt nous permettre de prédire la composition de la ration que l'on va distribuer à une truie un jour donné. Donc on a un système d'aide à la décision qu'on peut qualifier de boîte grise, puisqu'il va mélanger à la fois un composant nutritionnel mécaniste qui lui est établi sur des connaissances nutritionnelles acquises depuis plusieurs années, donc un mécanisme connu, avec des algorithmes de prédiction que eux on qualifie plutôt de boîte noire, donc le mélange des deux donnant un système en boîte grise. Donc une fois la ration optimale prédite, on la distribue, on observe le comportement de la truie et on utilise ces informations collectées en temps réel pour le fonctionnement du système les jours suivants. Donc je vais ensuite passer sur le premier composant, qui était donc le modèle nutritionnel, qui est un modèle individu-centré. Donc ce modèle-là, je vais simplement vous présenter quelles données il utilise en entrée, quelles données il utilise en sortie. Je ne vais pas vous détailler tout son fonctionnement qui pourrait être un peu laborieux ici, mais en tout cas on utilise donc des attributs fixes sur la truie, qui sont en fait des attributs que l'éleveur peut dès aujourd'hui collecter. Donc ce sont la date de mise bas, le poids vif de la truie, son épaisseur de l'aire dorsale, la durée de lactation ou des informations sur la portée en elle-même. Donc ça, ce sont des attributs fixes, et on a des attributs qui sont dits temporels, puisqu'on peut les collecter chaque jour, tels que le nombre de porcelets allaités, qui peut varier sous l'effet de transfert de porcelets d'une truie à l'autre, mortalité de porcelets ou autre. Donc ces informations-là, on les utilise dans le modèle mécaniste, et le modèle mécaniste, lui, permet de représenter l'utilisation des nutriments par différentes fonctions biologiques, et en sortie, on obtient donc une estimation du besoin journalier en énergie, une estimation du besoin journalier en acides aminés et en minéraux. Donc ce travail de modélisation avait fait l'objet d'une première simulation sur la base de 1450 lactations acquises dans 2 élevages, qui nous avait permis de confirmer l'effet de la production laitière sur les besoins journaliers des truies.
Le deuxième composant, donc là c'est un composant d'une nature totalement différente puisque c'est un algorithme d'apprentissage automatique, donc de machine learning en anglais, là qui est un apprentissage supervisé. Je vous expliquerai son fonctionnement dans quelques instants. On a utilisé de la même manière des attributs qui pouvaient être collectés assez simplement aujourd'hui en élevage, donc encore des informations sur la durée de lactation, des informations sur la taille de la portée, sur le poids de la portée à la naissance ou le poids de la portée au sevrage. Pardon, cette ligne-là n'aurait pas dû apparaître là, c'est une erreur, désolé. Et 3 attributs catégoriels, donc qui est le nom de l'élevage, le rang de portée et le mois de la mise bas. Ces attributs-là correspondent aussi à des facteurs qu'on avait identifiés au préalable dans la bibliographie comme étant des facteurs influençant le poids de portée au sevrage et influençant la production laitière. Et donc pourquoi je me suis trompé, donc cet attribut-là n'aurait pas dû être dans la liste à gauche, puisque en fait c'est notre cible, ça va correspondre à la valeur que l'on va chercher à prédire grâce à notre algorithme. Donc on a utilisé plus de 20 000 lactations obtenues sur 6 élevages. Et donc là on a une représentation du poids de portée en fonction des élevages. Donc, comme vous pouvez le voir, avec une forte variabilité dans certains élevages et aussi des différences nettes entre des élevages qui vont avoir des poids de portée au sevrage plus élevés que dans d'autres. Donc c'est un algorithme d'apprentissage supervisé, comme je vous le disais à l'instant, qui en fait comporte une première phase dite d'apprentissage. Donc dans cette phase d'apprentissage, on va donner les attributs et la cible à l'algorithme qui va avoir pour objectif de découvrir finalement la relation qui lie l'ensemble des attributs avec la cible. Et une fois cette relation apprise, on peut passer dans une phase de test ou de prédiction, donc où on utilise des nouvelles données pour prédire le poids de portée au sevrage. On a utilisé on a testé plusieurs algorithmes en fait dans le cadre de cette étude. Donc des algorithmes relativement simples avec des algorithmes de régression linéaire par exemple, ou de cas plus proches voisins, mais on a aussi utilisé des méthodes dites ensemblistes de machine learning comme le random forest, ou des méthodes encore plus poussées comme les réseaux de neurones. On a donc entraîné tous ces algorithmes, et donc sur le graphique en bas à droite, vous pouvez voir l'erreur positive de chacun des entraînements. Donc l'idée étant d'avoir l'erreur qui est en pourcentage la plus faible possible. Dans une première stratégie d'apprentissage, on a considéré que on avait des données qui provenaient de chaque ferme, et donc on voit que on utilisait des données pour l'apprentissage provenant de toutes les fermes ensemble, et donc on voit que les algorithmes de régression linéaire ont une erreur au-delà de 12%, tandis qu'un algorithme dit de réseau de neurones un peu plus sophistiqué donc va pouvoir nous donner une erreur aux alentours de 9%. On a essayé une autre stratégie d'apprentissage, qui est ici avec un apprentissage spécifique à chaque ferme. Donc là, l'algorithme ne voit les données que de la ferme. Et donc là, on voit que les nuances sont beaucoup plus faibles entre algorithmes, avec une moyenne d'erreur qui se situe aux alentours de 9%. Donc la conclusion qu'on a tirée de cette étude est qu'il est très important de bénéficier en fait de données propres à chaque ferme lorsqu'on veut réaliser un apprentissage efficace et fiable de nos données pour pouvoir ensuite avoir une prédiction intéressante dans la ferme, puisque c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de l'alimentation passive. Donc ça, c'était pour le premier algorithme qui nous permet d'avoir une idée de l'influence du poids de portée sur la production laitière et donc sur les besoins nutritionnels. Là, je vais passer au deuxième algorithme qui a été proposé, donc qui, lui, s'attache à prédire la consommation d'aliments de chaque truie et chaque jour. Donc on a commencé par collecter une base de données qui contenait plus de 39 000 lactations sur 6 élevages différents. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, donc on a une forte variabilité encore de la consommation d'aliments au cours du temps, mais aussi intrajournée. Donc l'idée avec ça, c'est on s'est posé la question, est-ce qu'on peut détecter dans cette masse de données un
importante des comportements alimentaires qui se répètent au cours du temps et entre trucs. Donc, on a fait pour cela appel à des méthodes d'apprentissage non supervisées dites de clustering. Donc, l'idée étant, avec le clustering, de découvrir des groupes de manière automatique. Donc, dans notre cas, des groupes d'animaux qui auraient la même trajectoire ou la même allure de consommation au cours de leur lactation. Donc, la mise en œuvre de ces méthodes, principalement donc, sur le clustering, on a les résultats à gauche. Donc vous pouvez voir qu'on a différents, par paquet de 2, on a chaque élevage, et on a réussi à identifier à chaque fois 2 comportements alimentaires qui étaient récurrents. Donc sur cet élevage 4, par exemple, une consommation d'aliments qui croît, et qui croît du début jusqu'à la fin de la lactation, et dans l'autre cas, une consommation d'aliments qui va se stabiliser aux alentours de 10 jours. On a utilisé les comportements alimentaires établis de cette manière pour ensuite aider à la prédiction en temps réel de la consommation d'aliments. Et donc sur ces 4 premiers lots de graphiques, on a des méthodes de prédiction qui utilisent donc, les clusters appris précédemment. Et on voit qu'on a en moyenne une erreur moyenne qui se centre plutôt bien autour de 0, tandis qu'on a, avec une méthode qui, elle, ne repose pas sur les clusters appris précédemment, une forte tendance à sous-estimer la consommation d'aliments en début de lactation, mais cette sous-estimation se réduit par la fin. Donc on a obtenu une erreur de prédiction qui était plus intéressante lorsqu'on utilisait les clusters que sans l'utilisation des clusters et de l'apprentissage sur la ferme. Donc rapidement, je vais vous passer maintenant sur une partie qui concerne la mise en œuvre en conditions expérimentales de cet outil d'aide à la décision. Donc la première étape a été de connecter ces différents composants avec des sources de données externes. Donc on avait notre serveur ici qui a servi pour l'expérimentation qui contenait le système d'aide à la décision. On l'a bien entendu couplé avec des automates, donc des automates de distribution récents qui sont capables de mélanger 2 aliments en temps réel. Qui sont capables aussi de faire varier la proportion pour chaque truie. Et on a aussi couplé notre système d'aide à la décision avec une interface web qui permettait aux animaliers présents sur site de remonter en fait leurs observations sur l'évolution de la taille de portée, les éventuels refus d'alimentation de la truie, etc., etc. Donc on avait 2 traitements dans cet essai. Un premier traitement dit précision ici, donc qui utilise le système d'aide à la décision que je vous ai présenté en première partie pour avoir une prédiction des besoins journaliers et pour avoir une estimation de la proportion d'un aliment haut, donc riche en nutriments, à mélanger avec un aliment en proportion, en teneur nutritionnelle plus faible, un aliment bas. Tandis que dans le deuxième traitement, on avait des truies du groupe standard qui recevaient toutes le même aliment chaque jour, donc un aliment témoin. Donc ces 2 traitements, à chaque fois, on collectait en permanence des informations sur elles pour pouvoir analyser par la suite. Donc on a eu plus de 470 truies impliquées dans cet essai, donc avec 239 dans le traitement précision et 240 dans le traitement standard. Donc les principaux résultats, donc comme je vous l'ai dit, on avait une stratégie d'alimentation qui repose sur un mélange dynamique et individualisé de 2 aliments. Donc là, sur le graphique en haut à gauche, on a le traitement précision ici, donc le traitement standard, pardon, ici. Donc on peut voir que toutes les truies ont reçu à chaque fois un peu plus de 50% d'aliments hauts et de manière fixe au cours de la lactation. Tandis que sur les truies du groupe précision, on a une variabilité et une évolution au cours du temps qui correspond à l'évolution des besoins. Donc la plus forte quantité d'aliments hauts était distribuée donc, entre 5 et 10 jours de lactation, ce qui correspond au moment où aussi les besoins nutritionnels et la production laitière sont les plus importants. Donc la première idée, c'était d'adapter les apports en fonction des de moduler les apports au cours du temps. Et la deuxième, c'était
de chercher une meilleure adéquation entre les apports et les besoins nutritionnels. Donc là, sur un premier type de nutriment qui est la lysine digestible, on voit dans le traitement précision que on a à peu près une balance qui s'équilibre autour de 0, légèrement négative, tandis que dans le traitement standard, on a des trucs qui sont toujours nourris en excès, quel que soit le stade de lactation, et avec des différences forcément au sein du stade. Et les observations sont sensiblement les mêmes pour le phosphore, donc avec des truies du groupe précision qui, elles, reçoivent un aliment qui correspond en moyenne aux besoins qu'elles ont, tandis que les truies du groupe standard sont nourries légèrement en excès. Sur la deuxième partie des résultats, donc la comparaison entre notre stratégie d'alimentation reposant sur l'outil d'aide à la décision pour la précision et la stratégie d'alimentation standard telle qu'elle se pratique dans les élevages, on constate qu'on a eu une légère baisse de croissance de portée de l'ordre de 3%, donc qui est significative mais relativement faible, qui s'est expliquée en fait par une légère sous-estimation du besoin de nutriments et donc du besoin de production laitière. On a par contre constaté une réduction très intéressante de l'ingestion de lysine digestible de l'ordre de 23% et de l'ingestion de phosphore digestible de l'ordre de 14%. Ces réductions d'ingestion dans le groupe précision se sont accompagnées d'une réduction de l'excrétion d'azote de 28% et de l'excrétion de phosphore de 42%, donc ce qui est satisfaisant et même très intéressant pour les performances environnementales du système d'alimentation. Et au niveau des performances économiques, on a observé une réduction du coût alimentaire de 11% dans le cadre de la stratégie d'alimentation de précision, qui dépend bien entendu du coût des aliments impliqués, des aliments hauts et bas impliqués dans l'essai. Donc avec un contexte économique, cette baisse du coût alimentaire pourrait être bien entendu différente. Donc en conclusion, on a proposé un nouveau système d'alimentation de précision donc, qui combine une approche par modélisation et une approche par machine learning. On a obtenu au cours de la mise en œuvre de cet essai donc, des performances en lactation très proches avec une légère baisse de performance sur la croissance de portée, mais on a des pistes pour l'améliorer. Et on a obtenu de manière intéressante donc, une réduction de l'apport en protéines et en lysine digestible et une réduction de l'expression d'azote et de phosphore, mais aussi une meilleure couverture des besoins nutritionnels à l'échelle individuelle et au cours de la lactation. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et donc place à vos questions à présent. Merci. Merci Raphaël, c'était très intéressant. Nous avons déjà 2 questions dans le chat. Je vais donner la parole en premier lieu à Véronique Belon-Morel. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est super et les résultats sont impressionnants là sur la diminution des pollutions. Je trouve que c'est vraiment bien et c'est bien de le rapporter à la petite diminution, je dirais, du poids de la portée. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Oui. C'est pourquoi tu as besoin du nom de l'élevage dans les… Ah oui. Voilà, Alors, en fait, le nom, c'est pas le nom qui est. Qu'est-ce qu'il y a derrière le nom? Alors en fait, derrière le nom, je vous ai présenté 2 stratégies. C'est-à-dire le poids de la portée au sevrage, hein, c'est ça? Ouais. Je vous ai présenté 2 stratégies d'apprentissage des données. Donc la première stratégie, on a utilisé des données qui provenaient de toutes les fermes. Donc c'est-à-dire qu'on a eu un mélange aléatoire de données provenant de fermes différentes dans notre jeu d'apprentissage. Tandis que dans l'autre, on a fait juste un apprentissage intra-ferme. Et donc, le nom de l'élevage a été utilisé dans le cas de l'apprentissage entre toutes les fermes. Et donc, cet attribut-là, il a été utilisé, ou en tout cas, il nous permet d'attraper un peu une part de variabilité liée à des facteurs qu'on n'aurait pas pu mesurer, tels que des pratiques propres à chaque élevage, qui sont des choses difficiles à mesurer, mais qui sont quand même représentées par l'origine de la donnée. En fait. Et est-ce que la solution, c'est pas de faire comme tu as fait après, c'est-à-dire un modèle par élevage? Si, bah du coup, ce qu'on a pu mettre en avant donc, dans ces résultats, c'est que l'erreur de prédiction était de toute façon plus faible et plus intéressante lorsqu'on faisait un apprentissage intra-élevage. Mais ça nous a permis d'avoir une base de comparaison en tout cas. Oui, effectivement, ça veut dire que tu as des variables
qui sont pas Oui. identifiés. Donc, bon, je pose la question, puisque j'ai la parole, après je me tairai. Moi, je me posais la question sur des races, en fait. Est-ce que c'est toujours les mêmes races? Est-ce que les éléments haut et bas, c'est les mêmes? Enfin, voilà, des Ça peut choses. être une question de génétique, ça peut être une question de est-ce que l'éleveur distribue de l'aliment à ses porcelets en fin de lactation pour les habituer en fait à l'aliment solide qu'ils vont recevoir par la suite. Donc ça peut être plein de choses en fait. Merci. Merci. Donc, je vois que tu es très bien connecté, que tu vois les questions directement dans le chat. Donc, est-ce que tu peux peut-être prendre la deuxième question de Ludovic, s'il te plaît? Alors là, faut que je remonte. Donc, Ludovic prend la parole s'il veut la poser en direct, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, mais Oui, c'est pas un souci. je vais la poser. Donc, c'est ton outil de décision, tu l'as développé et en même temps, tu utilises des automates commerciaux. Donc, comment as-tu pu gérer la circulation d'informations, la communication entre différents outils qui ne sont pas tous conçus de la même façon? ouais, alors on est sur un prototype et sur un outil d'aide à la décision en première version, et donc on a travaillé avec une société commerciale qui était très enclin à nous donner un accès en fait à l'automate pour qu'on puisse collecter en temps réel nos données d'ingestion, mais aussi qu'on puisse envoyer la ration qu'on calcule pour une application jour par jour en temps réel à l'échelle de l'individu. Donc on a eu uniquement un travail avec une première société, mais en tout cas ça met en avant quels sont les besoins, quels sont les spécificités qu'il faut pour que ce système fonctionne avec d'autres automates de sociétés différentes. Merci. Tu as une question d'Hélène Rénal qui te demande si le temps réel signifie calcul journalier de la ration ou à chaque fois que l'animal va à l'auge. Alors on a calculé en fait les rations c'était aux alentours de minuit, donc en fait après le dernier repas distribué et avant d'une journée et avant le premier repas distribué des autres journées. Donc et les calculs sont valables pour toute la journée. Il n'y a pas de recalcul en cours de journée. D'accord, merci beaucoup. Et je vais laisser Philippe Faverdin te poser sa question. Oui, merci. Donc, bravo Raphaël pour l'exposé puis le travail. Moi, j'avais une question sur l'expérimentation parce qu'il y a quelque chose qui me gêne quand même. Que le contrôle présente un rapport aliment haut sur aliment bas qui est très très supérieur à la moyenne Oui. du traitement de précision. Et donc, si on avait fait un traitement contrôle qui utilise le même rapport, c'est-à-dire est-ce qu'on se trompe globalement sur tous les besoins, et auquel cas, on aurait pu se dire, mais finalement, on peut utiliser un rapport constant mais centré sur la moyenne utilisée en alimentation de précision, ou si c'est vraiment, et à ce moment-là, on aurait pu savoir ce qu'apportait réellement l'individualisation du calcul des besoins par rapport à peut-être ce qui peut être une erreur, j'allais dire, moyenne de calcul des besoins, parce que finalement, vous avez un rapport haut sur bas qui est toujours plus faible dans le traitement de précision. Alors pour cette question, on est reparti du niveau moyen de lysine digestible qui était distribué dans l'élevage expérimental avant essai. Donc ça correspond en fait aux pratiques actuelles qui consistent à donner un aliment très riche et beaucoup plus riche que la moyenne des besoins. Donc en général, on calcule cet aliment pour couvrir les besoins de 80% détruits. Donc cet aliment va forcément induire une excrétion pour une excrétion de nutriments pour une grande partie d'animaux et donc quelques pourcentages d'animaux vont être encore en sous-alimentation. Mais ça correspond aux pratiques actuelles. Donc on est reparti de ça. C'est sûr que ça peut être une piste pour de prochains essais que de se replacer sur une quantité un niveau moyen donc dans le témoin qui soit un peu plus faible et un peu plus corrélé à la moyenne des besoins individuels qu'on peut calculer. Merci. Je vois, Raphaël, que Véronique a envoyé sa question. Voilà, elle l'avait envoyée que sur mon chat privé. Donc, elle a une question. Elle rebondit sur l'échange que tu as eu avec Philippe. Est-ce que tu peux lui répondre, s'il te plaît, avant que nous clôturions cet échange?
En gros, la question, c'est est-ce que la ration standard était bien calculée? C'est celle-là. Oui, oui, et on l'a essayé. Donc, ça correspond au contexte de l'élevage. Et on a commencé un essai dans un deuxième élevage en appliquant cette même stratégie de repartir d'un niveau moyen d'aliments qui est tel que les pratiques aujourd'hui alimentaires et les systèmes d'alimentation standard les recommandent aujourd'hui. Merci. Bravo Raphaël, je pense que tu es prêt dans les starting blocks pour la présentation de début mars. Félicitations à toi. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là puisqu'on est en fin de notre réunion.